Le premier thème, transition énergétique, on va commencer par Yves Duclerc. Yves Duclerc, vous êtes chef du bureau des partenariats et des actions territoriales au ministère de l'économie et du développement durable et de l'énergie. Vous êtes ingénieur des travaux publics de l'État et votre rôle, si vous le voulez bien, c'est de nous donner des éléments de contexte, peut-être d'ordre juridique et législatif, et puis également nous rappeler, mais rapidement, je vais vous demander d'être, on a pris déjà un petit peu de retard, la vision des pouvoirs publics sur ces nouveaux challenges. Bonjour à tous. Déjà, ne vous inquiétez pas. C'est la première Merci. chose. Euh, je voudrais commencer justement en faisant un peu de provocation. C'est juste, Un petit peu. il faut que je sois un peu plus près. Juste en faisant un peu de provocation pour justement déjà parler de qu'est-ce qu'est la vision des pouvoirs publics justement dans le domaine énergétique et environnemental. Et justement, je dis simplement que la séparation en trois séquences, transition énergétique, transition environnementale et transition numérique, c'est le contraire de la vision des pouvoirs publics, puisque la vision actuelle des pouvoirs publics, c'est d'aller vers la globalité, l'approche globale du bâtiment. Et quand on parle d'énergie, l'énergie, c'est un des aspects de l'environnement. Et quand on parle de numérique, je l'illustrerai juste tout à l'heure sur une seule diapositive. Je ne vais pas vous refaire le plan numérique, il suffit d'aller sur les sites internet. C'est totalement, l'approche environnementale et globale des bâtiments est totalement imbriquée avec la montée en puissance du numérique. Tout à l'heure, le président de la CCI évoquait justement la troisième révolution industrielle, et c'est tout à fait exactement ça. Nous sommes donc exactement en phase. Donc cette vision, c'est une vision de long terme. Une vision globale du bâtiment, mais avec aussi quelque chose de nouveau dans la méthode d'approche des pouvoirs publics, qui est relativement nouveau, on va dire, qui est une maîtrise des coûts, deux, une opérationnalité des méthodes d'évaluation des bâtiments, et trois, on construit un bâtiment pour des personnes et non pas pour se faire plaisir techniquement. Donc l'approche globale des bâtiments, elle trouve déjà, je vous l'ai rappelé simplement, son ferment dans les Grenelles 1 et 2, puisqu'il y a déjà dans le Grenelle 1 tout ce qui concerne l'avenir et sur le bâtiment énergie positive. Dans le Grenelle 2, vous avez deux articles qui ont été codifiés. C'est l'article L111.9 du Code de la construction et de l'habitation où le législateur habilite le gouvernement en fait mais sans date, à prendre un décret pour évaluer les performances environnementales des bâtiments et sur le cycle de vie du bâtiment, c'est-à-dire depuis sa construction jusqu'à sa démolition. Donc on ne parle pas encore de cycle de vie, on le décrit simplement en extension. Et puis il y a le pendant pour la rénovation, le L111.10 du Code de la construction et de l'habitation, qui a été fortement retravaillé dans le projet de loi transition énergétique pour la croissance verte. Alors, tout ça, je l'explique dans les diapos suivantes. Simplement, ce qu'il faut retenir, il y a trois choses à retenir. Le projet de loi de transition énergétique pour la croissance verte, en fait, il précise fortement un certain nombre de notions. Et c'est justement ce qui va nous amener au niveau réglementaire à très court terme. C'est la définition des notions de bâtiment à énergie positive, de bâtiment à haute performance environnementale, de bâtiments exemplaires énergétiquement et de bâtiments exemplaires environnementalement. Parce que bien évidemment, tout le monde le sait autour de la table, le bâtiment à énergie positive, déjà, on ne sait pas encore ce que ça va être. On va éviter que ce soit que du panneau photovoltaïque, bien évidemment. Mais tous les bâtiments, fondamentalement, ne pourront pas être à énergie positive, on le sait déjà. Et donc, on ne met absolument pas de côté l'exemplarité énergétique qui se rapproche, on va dire, du bâtiment passif. C'est un petit peu de ces notions-là. Donc ça, c'est définition de ces notions à très court terme. Et puis, Quand vous dites à très court terme, quel est le très calendrier court terme, précisément? le principe, normalement, lorsque on doit prendre des décrets, c'est de le prendre dans les 6 mois après la promulgation de la loi. Alors ça, c'est un délai théorique, mais nous avons beaucoup de pression pour aller essayer de sortir quand même ces définitions assez rapidement. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que
Ces définitions vont conduire, et on le voit dans le projet de loi de transition énergétique, justement à modifier deux textes qui vont, qui traduisent les éco-conditionnalités, et donc justement l'intérêt que les pouvoirs publics ont à aller vers ces notions-là. C'est notamment le bonus de constructibilité, qui va dépendre justement de ces définitions dont je parlais tout à l'heure, et puis ça n'est pas dans le projet de loi, mais on sait qu'il est obsolète, c'est aussi le décret sur l'exonération, je ne sais pas s'il y a des bailleurs sociaux dans la salle, le texte sur l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui est complètement obsolète et qui va devoir être revu en cohérence avec toutes ces nouvelles notions. Ça va. La troisième grande nouveauté du projet de loi, c'est, en tout cas avec un calendrier en 2018, c'est l'intégration, la prise en compte en fait des émissions de gaz à effet de serre dans la performance des bâtiments. Des émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie. Au stade où en est le projet de loi, on a bien une méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre qui doit être calculée sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Voilà. Donc voilà les 3 points sur le bâtiment neuf. Et sur le bâtiment, sur la rénovation... Juste l'échéance, c'est 2020 ou 2018 sur ce sujet? Alors l'échéance sur ce sujet a été rapprochée par le législateur de 2020 initialement, en 2018. Et il y a eu ensuite un deuxième amendement qui a précisé que la méthode de calcul devait se faire sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Donc ça c'est pour le bâtiment neuf. Pour le bâtiment, je suis désolé, est-ce que comme j'ai pas l'habitude, pour le bâtiment, la rénovation des bâtiments, c'est l'article 5 du projet de loi, et cet article 5 précise que la rénovation des bâtiments doit tendre, les rénovations énergétiques successives, enfin le principe c'est ça, les rénovations énergétiques successives d'un bâtiment doivent tendre vers une performance équivalente à celle des bâtiments neufs. Et ensuite, on décline cette rénovation, on va dire, en précisant des méthodes, notamment les méthodes de travaux embarqués. Enfin, deuxième, c'est-à-dire, en fait, lorsqu'on va faire des rénovations qui ne sont pas forcément des rénovations énergétiques dans des bâtiments, on doit systématiquement penser la rénovation énergétique avec la rénovation du bâtiment. Voilà, c'était pour dire. Et voilà en résumé ce qui est impacté par le projet de loi de transition énergétique, à la fois sur les bâtiments neufs et les bâtiments rénovation. Je voulais juste faire un focus, donc pour conclure par rapport à ce que je disais tout à l'heure, n'oublions pas le titre, le titre 2 de ce projet de loi, qui est amélioration de la performance des bâtiments, mais maîtrise avec baisse de la facture énergétique, enfin en tout cas maîtrise de la facture énergétique, et créer des emplois. Et on en parlera tout à l'heure, je pense dans la deuxième séquence, transition environnementale, il y a un lien fort quand même avec cette approche globale et puis le développement des filières locales. Voilà. Donc on arrête de se caler sur la date de 2020, c'est bien 2018 qu'il faut avoir en tête, donc 2018 c'est demain. Vous avez évoqué la rénovation. La rénovation, c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur André Pouget. André Pouget, vous êtes ingénieur, créateur, gérant Pouget Consultant, bien connu ici à Nantes, puisque nous avons la chance d'avoir une implantation locale. Vous êtes également rapporteur du groupe de travail rénovation des logements, du diagnostic à l'usage. Alors, pour vous, André, quels sont les enjeux liés à la rénovation? D'abord, merci aussi pour cette invitation. Juste une petite idée, celui qui invente le chocolat parfumé au muscadet va faire un malheur, vu les gens qui ont voté tout à l'heure. Ça, c'est dit. Je dirige un bureau d'études thermiques qui est basé sur Paris et sur Nantes. Sur Paris, comme sur Nantes, on est sur le terrain, mais sur Paris, on est plus près des entités et des pouvoirs publics. Nous, sur le terrain, depuis pas mal de temps, on essaie, avec d'autres confrères aussi, à préfigurer ces directions prises par les pouvoirs publics. Ça nous intéresse beaucoup, évidemment, que ces textes évoluent, comme vous l'avez annoncé. Il y a plein de bonnes nouvelles. Espérons qu'elles seront vite opérationnelles, et j'en doute pas. Et ça nous aidera beaucoup à convaincre et à porter la bonne parole.
je vais rapidement dire deux messages. Un message sur notre vécu, sur notre façon de travailler. Puis, chaque fois que je vais intervenir, je vais parler d'une opération concrète, réelle et qui est tout près d'ici. Pour nous, le sujet de la rénovation en général, c'est un sujet premier pour l'activité de notre entreprise. On investit depuis quelques années et on ne le regrette pas d'ailleurs puisque l'économie actuellement est un peu plus difficile et le sujet de la rénovation nous aide bien. En fait, sur le principe, la rénovation c'est une seconde vie ou plutôt une deuxième vie parce que quand on dit second, il n'y a pas troisième. Il peut y avoir une troisième vie aussi. C'est par définition de l'économie circulaire. C'est inévitablement utiliser des emplois locaux, peut-être que vous allez en reparler, j'ai cru comprendre tout à l'heure, et tout ça est particulièrement intéressant sur le tissu économique d'une région. On m'avait parlé, on devait évoquer le sujet des enjeux de la rénovation. En fait, l'enjeu principal, c'est déjà sur la dimension du parc qui est 100 fois plus important que le flux de construction neuve. Donc si on loupe la rénovation, ben, on rate la cible. C'est là qu'il faut s'intéresser à la chose. Et notre chance à nous, notre opportunité, c'est de travailler sur le passé. Le passé pour nous, c'est les fondations de notre futur, de nos futures affaires, de nos futurs projets. Construire sur l'existant, qui est souvent pas obligatoirement surhabité, c'est aussi limiter les émissions de carbone. J'en reviendrai en reparler après. Maintenant, juste un petit volet à propos de notre chantier, qui est à 200 câblures d'ici. Eh bien, globalement, je ne vais pas vous montrer de chiffres, mais je vais vous rappeler que, ou vous annoncer que, par exemple, en termes de consommation, on affiche des consommations 4 fois inférieures au niveau réglementaire. Je suis très content d'être à côté de vous, le représentant de l'administration, pour dire que la réglementation dans l'existant mérite d'être toilettée un petit peu. On n'a pas beaucoup de mérite de faire 4 fois mieux que quelque chose qui n'est pas très très exigeant. Enfin, toujours est-il qu'il faut le faire assez vite pour faciliter la pénétration de ces solutions-là. Une autre information en termes d'isolation, là on ne voit pas bien, il y a des photos de mise en œuvre de produits un peu particuliers tels que l'isolation sous vide ou des choses comme ceci où on a fait une boîte dans la boîte. Merci. On est en termes d'isolation plus performant que le niveau 9. Donc en fait, aujourd'hui, quand on rénove globalement, quand on construit neuf, qu'on fait sortir de terre quelque chose de neuf, eh bien en fait il faut le penser pour qu'on n'ait pas besoin de le réhabiliter après. Nos enfants auront assez de travail comme ça, sans rajouter des rénovations sur ceux qui vont sortir de terre actuellement. Donc voilà, en termes d'isolation, on est un peu mieux que du neuf. Et puis cerise sur le gâteau, plutôt panneaux photovoltaïques sur les toits d'extension, des extensions en bois. Sur le toit, eh bien, on produit de l'électricité. Cette électricité est équivalente à celle qu'on consomme sous le toit. C'est-à-dire qu'on a fait un bâtiment à énergie positive, on est tout content de l'avoir fait, c'est assez sexy, on va dire, mais toujours est-il que ce qui est important là-dedans, c'est de savoir ce qu'on va faire de cette énergie l'été. Tout à l'heure, je vous parlerai des applications. Voilà. Je ne vais pas trop retarder. Vous avez un petit peu de recul maintenant, le bâtiment a été livré il y a un an. Qu'est-ce que vous en retenez et notamment quelles leçons vous en tirez parce que ça n'a pas été tout simple. Pour avoir suivi le chantier, c'était passionnant, mais effectivement, le challenge la barre était haute, et d'où l'intérêt d'avoir plein d'enseignements. Qu'est-ce que vous en retirez qui pourrait servir à l'ensemble de la profession? Vous avez raison de dire, le chantier était douloureux. Vincent Brère, le responsable de l'agence qui est dans la salle, peut témoigner.
c'était un petit peu compliqué, effectivement, lié principalement au contexte d'héritage de ce bâtiment-là qui n'était pas spécialement simple à traiter. Il est très découpé, avec un coussin de forme assez déplorable. On ne pouvait pas isoler par l'extérieur, donc voilà, on aime la difficulté, on a relevé le challenge. Ce que je retiens de cette expérience, c'est eh bien le plaisir de montrer que c'est possible. Ça, c'est très agréable, de montrer que c'est possible et de pas enchaîner les tribunes et de dire il n'y a qu'à Faucon, de faire savoir que c'est possible. Et je vais vous inviter, ça fait un an qu'on y est, le 2 juillet, Vincent a organisé une fête. Et si vous voulez venir, il faut le cocher parce que ça va être un peu petit si vous venez tous, mais vous êtes les bienvenus. Ça fait un an qu'on le vit. Plus les gens de l'agence, moi j'y viens de temps en temps évidemment, et c'est beaucoup de confort, beaucoup de plaisir depuis. Il y a des trucs qui n'ont pas bien marché, hein, ça je pourrais vous en parler, c'est bien de dire ce qui ne marche pas aussi, mais toujours est-il... on peut en parler, hein, si... En fait, au départ, sur les installations, il y a des histoires de calage et des choses comme ceci. En fait, comme ça a été dit tout à l'heure, on ne livre pas tel jour avec on coupe un ruban ou telle inauguration. Des semaines, des mois après, on continue à le mettre, à roder en fait l'équipement. Et donc pour cela, on a mis en place une campagne de suivi de mesures, usage par usage, copropriétaire par copropriétaire, je vous dirai un peu plus tout à l'heure, et qui nous permet de comprendre où passe cette énergie et si ça correspond à peu près à ce qu'on avait imaginé avec nos calculs. Alors vous avez rappelé les enjeux de la rénovation, c'est effectivement très juste, c'est le nerf de la guerre presque. Un autre secteur dont on parle peut-être un peu moins, à mon sens, enfin mea culpa en tant que journaliste ou au moniteur, c'est des questions qui sont un petit peu en retrait, il faudra peut-être corriger ça, puisque je regardais quelques éléments de contexte. Le coût global d'un bâtiment se répartit entre 20% pour la construction et 80% pour l'exploitation. 20% construction, 80% exploitation. C'est pas neutre, d'où l'intérêt de vous avoir avec nous. Denis Zokbel, vous êtes président du CIPEMI, le syndicat professionnel des entreprises multiservices immobiliers de Facili Management, et par ailleurs vous êtes directeur du développement chez Bouygues Energy Service. Alors, rénovation, les marges de protection, quelles sont les marges de progression du parc existant, par exemple? Oui. Bonjour tout le monde. Déjà, merci de permettre à un représentant du monde de l'exploitation et de la maintenance d'intervenir auprès de vous. Vous êtes d'accord avec moi sur le diagnostic? C'est un petit peu à la marge dans la plupart des cas. Hein. À la marge de à la marge de l'univers, enfin dans les grands raouts, dans les pages du Moniteur par exemple. Ah oui. Bah, écoutez, bon, alors déjà, pour ceux qui ne savent pas, c'est que le CIPMI a un syndicat patronal des exploitants, des mainteneurs multitechniques. Et à ce titre-là, on a deux enjeux majeurs qu'on retrouve un peu dans la discussion. C'est le fait d'évoluer le métier dans ses pratiques et de l'inscrire dans une trajectoire qui intègre effectivement les problématiques que vous venez d'évoquer. Et le deuxième enjeu majeur, c'est la dimension sociale de nos activités de service, donc traiter du droit social, mais aussi des usages et des pratiques sociales en termes de services. Donc on verra le lien avec toute notre discussion. Alors effectivement, depuis quelque temps, on a tendance à nous sortir de nos chaufferies, de nos installations techniques ou de nos services pour nous demander notre avis sur effectivement l'intégration à travers le coût global, les sollicitations des pouvoirs publics sur l'application ou pas de certains aspects réglementaires, la faisabilité, etc., etc. Là, on voit qu'à travers le nouveau cadre proposé par HQE, on a enfin une méthode, une approche un peu plus systémique des enjeux et puis non pas une obsession des chiffres. Hein. On a des obsessions des chiffres. On veut que le bâtiment soit BPOS. On veut que le bâtiment soit BBC.
nous qui sommes exploitants, on voit que la réalité et la vie, c'est complètement et parfois autre chose. Donc je voudrais peut-être recadrer peut-être ma vision et tout ce que j'ai ressenti depuis ce matin par rapport à ce que nous on connaît de notre monde. Complètement, c'est ce qu'on vous demande. Voilà. Allez-y. Alors déjà, nous on vit avec les donneurs d'ordre. On vit avec les occupants des immeubles dont vous parlez, alors que ce soit des immeubles de type lycée, piscine, collège, immeubles de bureaux ou industrie, on est tous les jours en permanence, on vit ces immeubles que vous concevez, etc. etc. Donc formidable. Les préoccupations des occupants et des donneurs dans ces immeubles, elles sont immédiatement et concrètement sur 2 points. C'est aujourd'hui, ils ont tous, et nous aussi, donc l'obsession de la rationalisation. Parce qu'on est dans une situation économique extrêmement tendue, on a une très faible visibilité de nos marges de manœuvre, et par conséquent, la première chose qu'on fait, c'est on contracte les frais généraux. Voilà. Et donc là, c'est très important. Et d'où le retour de votre question, c'est de se dire en quoi la rénovation et tout ce dont on vient de parler participe à la possibilité pour les occupants des immeubles de contracter leurs dépenses et leurs frais généraux. Donc on pourrait dire sur la consommation énergétique, la rénovation et la transition énergétique nous participent de ce point de vue-là à cet enjeu. Bon, très bien. Sauf qu'on s'aperçoit depuis quelque temps que dans les années 2008-2009, au début du Grenelle, on avait l'obsession d'isoler les bâtiments. On dit on va isoler les bâtiments et puis comme ça on aura traité le sujet. Et puis on s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait 50% des enjeux de consommation, et encore c'est beaucoup plus, sont essentiellement dus à l'occupant de l'immeuble qui lui par lui-même va consommer pour ses propres besoins de l'énergie, et beaucoup d'énergie électrique d'ailleurs, et qu'ensuite la dérégulation du marché de l'énergie fait que toutes les économies à kilowattheure qu'on a apportées par les efforts sur le bâti, par les efforts sur les exploitations, sont largement remis en cause sur les euros qu'on dépense parce que le prix de l'énergie augmente et va être extrêmement volatile en fonction de la façon dont vous allez acheter l'énergie, en groupement, pas en groupement, et surtout la façon dont vous allez faire les appels de puissance et la façon dont vous consommez l'énergie. Vos tarifs seront extrêmement différents. Donc la première préoccupation des donneurs d'ordre, c'est effectivement rationaliser, diminuer les coûts, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc ils se posent le coût de l'immobilier. Ils disent l'immobilier, finalement si j'utilise moins de mètres carrés, c'est plus important, parce que ça va diminuer les loyers et ça va diminuer mes charges. Et donc leur vision, leur approche de la performance énergétique, dans cette discussion-là, elle est très souvent très éloignée de la vision que nous avons, nous, peut-être de pratiquants de ce sujet-là, qu'on soit constructeur, qu'on soit mainteneur ou qu'on soit exploitant. Donc je crois qu'il faut vraiment avoir beaucoup de pédagogie pour pouvoir revenir avec les donneurs d'ordre sur ce sujet-là. Le deuxième obsession, qui est peut-être la première et la plus majeure, c'est la compétitivité. La compétitivité, c'est vraiment un sujet de tous les jours à tous les jours. Dans un monde qui est fini au plan de disposer des ressources, dans un monde qui est bousculé par le tsunami du numérique où tout le monde est aujourd'hui, même les plus grands groupes, se posent beaucoup de questions sur l'évolution du numérique qui impacte la façon d'utiliser les immeubles. Il y a 2 ou 3 ans ou 4 ans, on ne parlait pas, par exemple, de la mobilité. Or, avec les dispositifs, les connexions Internet et tous les outils, les applications, on peut très bien diminuer de 30% la surface des immeubles parce que, en général, 30% des mètres carrés ne sont pas occupés la journée dans les bureaux tertiaires. Et donc, du coup, en termes de compétitivité rationalisée, c'est un enjeu majeur pour les occupants. Et donc, les préoccupations de la performance énergétique ne sont pas tout à fait abordées de la même manière, etc., etc. Maintenant, pour revenir sur notre sujet du jour, effectivement, vous avez raison. Aujourd'hui, il faut absolument associer la notion de transition énergétique, la notion d'immeuble connecté, parce qu'on parle de big data, etc., mais c'est l'immeuble connecté au quotidien, donc les nouveaux usages. Et puis, il faut aussi associer un élément nouveau et très très fort, c'est ce qu'on appelle l'environnement de travail et le cadre de vie. Les entreprises sont en situation de stress, donc les collaborateurs de ces entreprises sont en situation de stress, et le cadre de vie et l'environnement de travail, c'est un enjeu extrêmement important de productivité et donc de compétitivité. Une fois qu'on a associé l'ensemble de ces éléments-là, nous, exploitants, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'effectivement, les donneurs d'ordre, les maîtres d'ouvrage ont une très faible visibilité, une grande difficulté à manœuvrer l'ensemble de ces éléments pour avoir quelque chose d'efficace, d'où l'importance d'avoir un cadre référentiel, mais surtout une méthodologie. Mais la méthodologie et le cadre référentiel
n'a aucun sens s'il n'y a pas un cap, un horizon. Or, le cap et l'horizon n'est pas très clairement fixé. D'abord parce qu'on va voir, au plan législatif, on n'a pas les outils nécessaires, parce qu'on nous dit les décrets, les ci, les là, mais après, sur le terrain, il faut agir. Et puis, ce qu'on fait aujourd'hui aura une conséquence très importante, très immédiate dans demain matin, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, sur divers points. Hein. Un immeuble, ça vaut combien, le coût d'un immeuble, ça vaut combien, etc., etc. Est-ce qu'il faut que je reste dans cet immeuble, il faut que je parte, etc., etc. Les donneurs d'ordre se posent beaucoup de questions sur ce sujet-là. Merci. Avant de passer au volet suivant, là, sur la transition environnementale, peut-être que Pierre-Yves Legrand, que je n'ai pas présenté, mais tout le monde connaît ici, ou presque. Pierre-Yves Legrand, vous êtes directeur de Novabuild, avec sur cette table ronde et durant cette matinée un rôle un peu particulier, puisque vous serez le grand témoin. Donc à vous de commenter peut-être, d'intervenir également sur cette première séquence, peut-être votre ressenti. Alors le grand, c'est le nom, témoin, c'est en plus. L'impression, c'est que ce qu'on fait aujourd'hui rejoint exactement ce pourquoi vous avez créé Novabuild ici il y a 3 ans, puisque l'association a été lancée il y a 3 ans dans l'hémicycle du Conseil régional. Il y avait à la fois une préoccupation d'accompagnement au quotidien, accompagner les entreprises, mais il y avait aussi quelque chose que vous aviez besoin de vous offrir un outil collectif partagé pour préparer demain, pour anticiper, alors pas à très long terme, 2020 ça nous allait bien comme échéance, on se disait voilà on peut travailler sur une échéance à venir qui est tangible, qu'on peut repérer, donc maintenant c'est 2018, pour certains éléments qui sont aussi montrés aujourd'hui. Donc on voit bien l'importance du travail collectif, collaboratif, pour préparer des échéances qui soit vont être imposées par la réglementation, mais on voit bien que la réglementation, elle n'arrive jamais comme de façon totalement artificielle. Elle est aussi issue d'attentes de la société, d'évolution, c'est ce que nous a dit Bruno Hugues de la Rose tout à l'heure. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a une tendance de fond qu'on peut appeler la révolution, mais ou qu'on peut appeler aussi la transition d'une façon ou d'une autre qui arrive. Et donc ça provoque du côté des professionnels une sorte d'incertitude, d'incompréhension, de sentiment qu'on ne pourra jamais être préparé. Et donc Novabuild est là pour travailler sur ces sujets-là, et on le fait sur un certain nombre de thèmes, on pourra revenir dessus tout à l'heure. Et puis aussi redonner de la cohérence, redonner une vision. Et ça, le propos d'Anne-Sophie Périssin-Faber ce matin, avec le cadre de référence, j'ai échangé à l'instant tout à l'heure avec Laurent Rosset, le fait que ce cadre soit proposé à tous. Jusqu'à maintenant, on piquait les éléments de HQE sans trop le dire, et puis un peu en cachette et tout ça. Et puis là maintenant, en fait, l'association nous offre un peu avec la méthode Internet. Il y a une partie gratuite, et puis tout à l'heure, on va dans la deuxième partie avoir la partie payante, qui est la partie certification. Mais la partie gratuite, ça va mieux avec le sourire, en envoyant un petit mail en disant est-ce que je peux l'utiliser, mais voilà, elle est appropriable par tous. Et ce cadre de référence nous redonne une compréhension de ce monde qui bouge, avec une vision globale dont on a besoin, parce que c'est de plus en plus complexe, et l'illusion, à la fois l'illusion que la réglementation va être un jour moins contraignante qu'aujourd'hui, ça semble difficile à imaginer, et d'imaginer aussi que le monde sera moins complexe, c'est difficile à imaginer. Donc il faut des outils pour rendre ça à la fois plus facile et puis plus compréhensible. Merci Pierre-Yves. Y a-t-il des questions? Je sais que c'est peut-être cette salle un peu intimidante, mais n'hésitez pas à franchir le cap. Pas de questions, donc oui, monsieur, le petit bouton rouge, et normalement le micro s'allume, voilà. Oui. Bonjour, pour le monsieur de... Pouvez-vous présenter, s'il vous plaît? Thomas Morisset, Lefebvre Immobilier, je suis gérant d'immeuble, donc je travaille avec des FMR comme le monsieur de chez Bouygues Énergie et Services. Moi, ma question, elle s'adresse plutôt à la rénovation. Pour la rénovation des bâtiments, l'échéance de 2018, on parle des bâtiments neufs. Et est-ce que cette échéance, elle sera la même pour les rénaux?
Enfin, à votre avis, hein, je sais Monsieur que vous Leclerc. n'avez pas, Bon, pour parler clairement, pour nous, aujourd'hui, la priorité, et d'ailleurs je vais en parler tout à l'heure, puisqu'il y a une démarche qui est en cours, elle est sur le neuf. Aujourd'hui, on travaille sur le neuf. Je n'ai pas d'informations sur des calendriers pour la rénovation. Voilà. Merci. Un point de repère. Bon, effectivement, on est très habitué à voir le pas législatif qui nous guide, etc. Aujourd'hui, la très grande difficulté et la grande prudence qu'il faut absolument avoir, parce que ça c'est vraiment un retour d'expérience des donneurs d'ordre, on sent bien le sujet, c'est que il faut absolument avoir deux choses en tête, c'est la trajectoire des différents sujets. Quelle est la trajectoire du numérique sur l'immobilier? Très clairement, les grandes entreprises de construction aujourd'hui se posent les questions de leur modèle économique et de la valeur ajoutée de leurs immeubles. Ils considèrent que globalement, les immeubles livrés aujourd'hui ont deux difficultés. C'est la qualité de la construction, de la livraison, hein. Et le deuxième sujet, c'est la performance de l'immeuble. Et au-delà de la performance de l'immeuble, c'est est-ce que l'immeuble va répondre aux grands enjeux de demain en termes de numérique. Vous l'avez très bien évoqué, la révolution industrielle, la troisième, est un bon cadre référentiel. Est-ce qu'en termes de numérique, il sera en rendez-vous? Or, aujourd'hui, la plupart des immeubles ne sont pas réfléchis en termes d'infrastructure numérique. C'est clé. Une nouvelle entreprise qui s'installe en termes de compétitivité, si elle n'a pas l'infrastructure numérique, c'est comme si elle n'avait pas d'énergie pour tourner, et ça ne peut pas fonctionner. C'est un premier élément de repère. Du coup, si on se base uniquement sur l'évolution réglementaire et qu'on attend le pas réglementaire, on n'a pas cette vision de ce qui va se passer au moment où on va livrer dans 12, 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans un immeuble, et derrière nous, comment on va devoir l'exploiter. C'est extrêmement important. Il faut avoir, une trajectoire, un cap. Or, la grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a plusieurs tsunamis qui arrivent. C'est l'énergie, c'est un vrai sujet, hein, parce que l'enjeu, c'est avoir toutes les énergies dont on a besoin pour faire tourner l'économie. Or, du point de vue électrique, on n'aura pas dans 15 ans ou 20 ans suffisamment d'énergie. Donc, il faut bien travailler sur la réduction. Et le deuxième sujet, c'est le numérique qui bouleverse tous les usages. Aujourd'hui, une entreprise qui est à Nantes, demain, hein, il y avait un cas très intéressant hier soir sur un grand reportage, elle sera complètement à l'étranger. Regardez ce que fait HSBC aujourd'hui. On a des contrats cadres avec HSBC européens. HSBC, à travers le numérique, va implanter des activités qui étaient en Europe, qui nous faisaient du travail, qui faisaient de l'emploi, vous en avez parlé, monsieur, etc., à l'étranger, très loin. Alors évidemment, ces gens là-bas, très loin, ont aussi besoin de travailler. C'est aussi important pour eux. Mais résultat, sur leur immobilier d'exploitation, sur les contrats, sur nos emplois, il va y avoir un véritable impact. Il faut qu'on puisse intégrer ça dans nos réflexions et pouvoir permettre à ces entreprises-là de disposer d'infrastructures numériques dans nos immeubles pour qu'elles puissent rester et avoir une réelle attractivité. Et nous, derrière, avoir tous ces cadres référentiels pour pouvoir accompagner ces décisions très en amont. D'accord. Donc ça, c'est un point d'éclairage. André, peut-être un mot de complément? Juste un petit commentaire à propos du parc existant, des bâtiments existants et des bâtiments neufs. Un bâtiment neuf, quand il sort de terre, quand on l'a livré, il existe. Et il existe et il cohabite avec un à côté qui est à 200, 300, 400 kWh par mètre carré. Et lui, il doit aux alentours de 50, voire positif. Donc, il est évident que à terme, les textes qui accompagnent le bâtiment doivent se confondre, se retrouver pour fixer des exigences aussi bien sur le neuf que sur l'existant, de façon à faire en sorte que cette cohabitation soit la plus harmonieuse possible. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Il y a un nombre important d'immeubles avec de la précarité énergétique. Je ne sais pas ce que vaudra le prix de l'énergie demain. Il faut faire très attention et je crois que c'est par ce biais-là, en ayant une vision globale sur l'ensemble du bâti construit, qu'on peut essayer de répondre à ces éventuels problèmes. Un mot Je vais peut-être? simplement dire pour la rénovation, il y a deux voies. Il y a l'incantation réglementaire. Aujourd'hui, on voit il y a l'incantation réglementaire, il y a le projet de loi, très bien. Il y a les décrets. Bon, aujourd'hui, on n'a pas de commande
disons, on a priorisé un certain nombre de facteurs. Maintenant, il y a aussi ce qui se fait sur le terrain avec le plan de rénovation énergétique de l'habitat. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose qui a été lancé il y a 2 ans et qui commence à montrer ses fruits. Voilà. Donc, ce qu'il y a dans le projet de loi, c'est un cran au-dessus. C'est de dire, à chaque fois qu'on pense le bâtiment, hein, d'ailleurs en plus c'est lié avec le numérique, hein, puisqu'il y a toute cette histoire d'information numérique du propriétaire, au fur et à mesure, hein, puisqu'on sait que la durée de propriété moyenne d'une maison individuelle, c'est 10 ans, enfin d'un bien, c'est 10 ans. Donc il est important que la mémoire en fait, de l'entretien et de l'exploitation des bâtiments puisse se transmettre d'un propriétaire à l'autre, et de telle manière à ce qu'on puisse faire des niveaux de rénovation qui progressivement s'imbriquent successivement, hein, et que la première rénovation ne remette pas en cause des rénovations ultérieures, hein, que ce soit d'un point de vue pratique, d'un point de vue des coûts, de n'importe quel point de vue. Donc en fait, moi je crois beaucoup, bon, il y a un cadre réglementaire, le projet de loi est en train et un cadre législatif, le projet de loi dit, voilà, il faut penser global, il faut penser les rénovations dans le temps. Ça, on ne peut le faire qu'en ayant des outils qui permettent de transmettre la mémoire d'un propriétaire à un autre. C'est ça, hein, globalement. Et par contre, c'est sur le terrain que ça va se faire. C'est pas parce qu'il y a ces règlements, il y a cette voie qui est tracée, et c'est sur le terrain que ça doit être mis en place. Et ça a commencé il y a 2 ans. Ça a commencé déjà il y a 2 ans. D'accord. Vous aviez raison, Yves Duclerc. Cette approche globale, finalement, au cours de la table ronde, nous l'avons, puisque nous avons abordé spontanément comme ça tous les différents sujets. Nous avions prévu au départ différentes séquences. Finalement, tous les aspects ont été quasiment abordés. Peut-être un mot, puisque vous l'avez. Vous avez mis le souhait, enfin, vous avez souligné l'importance du numérique, et notamment auprès des entreprises. Monsieur Duclerc, le plan de transition numérique du bâtiment, il en est où? Peut-être préalablement, je voulais quand même compléter, parce que moi je m'étais basé sur les 3 séquences quand même. Je voulais présenter... Ça me permet de rattraper notre retard. Une diapo très visuelle, et bon, je conclurai avec le numérique également. Voilà, donc la vision des pouvoirs publics, elle est quand même sur le long terme. Et il faut bien voir que c'est quelque chose qui remonte quand même, qui est assez récent, hein, puisqu'on a quand même un passé. S'il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut bannir le terme de réglementation thermique, déjà. Parce qu'on entend parler de la RT 2018, on entend parler de la RT 2020, c'est pas une réglementation thermique. Déjà en 2018, ce qui est dans le projet de loi, c'est on prend en compte les émissions de gaz à effet de serre. Donc, j'allais dire, on est déjà sur de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre. Très bien, ça c'est le premier point. Mais on ne s'arrête pas là. L'expérimentation qu'on a menée avec l'association SQE, donc dont nous avons été financeurs, où l'ADEME a été financeur, nous a permis de voir qu'aujourd'hui, en étant dans une approche monocritère et uniquement sur la phase d'usage, nous risquons de faire en fait des transferts de pollution, soit d'un critère à un autre. Par exemple, si on veut avoir le maximum de performance énergétique, on peut dégrader le CO2, on peut dégrader l'impact sur les déchets, etc. Et réciproquement, aujourd'hui, on sait, grâce à cette expérience, que l'impact sur le CO2, c'est pas seulement l'impact des énergies en phase d'usage, c'est aussi la conception même du bâtiment, c'est-à-dire en fait les produits et les équipements de construction que vous mettez à l'intérieur du bâtiment, d'où ils viennent, hein, s'ils viennent de Chine, de France, etc. Et c'est là où, en fait, hop, tout de suite, on rejoint cette approche environnementale globale. Elle nous permet aussi de valoriser des solutions locales. C'est ça qui est important de comprendre. Voilà la vision à long terme. Alors forcément, c'est du long terme. Alors, je ne peux pas vous dire quand, mais ça arrivera. Dans les années 20, je ne sais pas. Donc c'est quoi? C'est une étiquette environnementale? C'est quoi, les ACV? L'idée quand même de fond et sur le long terme, c'est quand même à un moment donné qu'il y ait une réglementation qui soit sur le cycle de vie et multicritère. Bon. Par contre, alors après, c'est le législateur qui décidera, c'est pas nous qui allons nous-mêmes le faire. Mais il faut préparer cette étape qui nous semble inéluctable, nous, qui sommes dans le sujet. C'est-à-dire, en fait,
il y a une démarche volontaire qui a été lancée l'année dernière avec les acteurs de la construction, à laquelle d'ailleurs l'association HQE et l'association Effinergie participent, l'ensemble des acteurs de la construction d'une manière générale, qui vise justement à voir comment on peut progresser tout donc voir comment on peut progresser sur cette démarche de performance environnementale globale. Donc le sujet qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on est rattrapé vite par le projet de loi de transition énergétique, qu'il faut tenir compte quand même de ce que nous dit le projet de loi de transition énergétique pour amender, voire pour rendre cohérence notre démarche et avec le projet de loi. Donc c'est ce que je disais, donc à moyen terme, projet de loi pour 2018, évolution de la réglementation pour tenir compte des gaz à effet de serre. À court terme, rapidement, mais les définitions des bâtiments. Voilà, alors, diapo suivante, notre démarche, c'est juste pour décrire ce que c'est que, en fait, l'idée, c'est d'afficher des performances environnementales des bâtiments multicritères cycle de vie. Donc voilà, donc nous... Qu'est-ce que c'est mis en place une démarche qui a été lancée, on va dire officiellement, c'est mi-avril, et qui en fait a pour objectif de faire un affichage des performances environnementales des bâtiments sur le long terme, avec des acteurs volontaires qui alimenteront en fait une base de données et qui capitaliseront sur à la fois ces performances environnementales, mais également, ce qui est très important dans cette méthode, c'est qu'il y a, outre les groupes techniques, il y a des groupes miroirs, et les groupes miroirs, c'est ceux que je disais, c'est ceux dont je parlais, que j'évoquais tout à l'heure, c'est tout à fait, c'est qu'est-ce que ça, on peut avoir ce développement sur la performance environnementale, mais à 3 conditions. D'abord, qu'on regarde les impacts sur les coûts, comment ça se passe. Alors les coûts internes et externes aussi, et indirects, ce que ça fait dans l'économie locale, c'est important. Deuxièmement, il faut que ce soit opérationnel. Je veux dire, on ne peut pas dire on va faire une analyse de cycle de vie, puis ça prend 10 jours pour les concepteurs pour aller le rentrer, etc. Et puis enfin, les usagers, les occupants, qui sont là dans la durée, et on ne construit pas des boîtes. Donc l'idée, c'est justement d'avoir un retour en phase d'usage des bâtiments aussi. Donc vous voyez bien que c'est sur du long terme. C'est du court terme pour essayer de mettre en place des méthodes techniques, mais c'est sur du long terme pour le retour. C'est-à-dire long terme le long terme, je disais, je n'ai pas d'échéance aujourd'hui, il n'y a pas de date comme je vous disais dans le Grenelle 1, dans le L111.9, mais il faut prendre le temps, à mon sens, justement de capitaliser des retours d'expérience, parce que on peut vite faire aussi des bêtises. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'avoir le temps d'avoir des retours d'expérience. Donc le retour d'expérience, c'est plusieurs années, c'est pas du moyen terme 2018, c'est du long terme. Voilà. On va faire ce qu'on peut justement pour éviter pour rendre cohérent toutes ces démarches. D'accord. Anne-Sophie avait une réflexion. Oui, enfin, juste une réaction. Tout à l'heure, on évoquait le besoin du cap et le besoin d'y voir clair dans les horizons. C'est important pour les entreprises pour pouvoir effectivement investir dans la montée en compétences, dans les choix technologiques, de logiciels, etc. Donc voilà, premier message, je pense important à retenir ce matin, c'est que le cap, il est là sur la performance environnementale. Donc une vision bien sûr avec l'énergie, une composante forte énergétique, mais pas que, vraiment. Et donc l'utilisation de l'analyse de cycle de vie comme outil à cette évaluation de la performance environnementale. Alors le cap sur la question des dates, je pense que c'est important de se dire qu'effectivement on n'a pas encore la date de la réglementation. Mais on a en tout cas cette première maths qui dit qu'on va avoir rapidement une méthodologie partagée, consensuelle, que tout à chacun va pouvoir utiliser. Donc on va avoir des règles du jeu qui vont être disponibles tout de suite. Et donc on peut monter dans le train sans attendre qu'on nous oblige à monter dans le train. Ça c'est le deuxième message. Puis troisième message sur le sujet des dates. Bien sûr il y a la réglementation, mais il y a aussi finalement la demande du client, la demande du marché. Et on l'a vu tout à l'heure, la notion de ces notions notamment sur les connects à la responsabilité sociétale des entreprises, qui est quand même un facteur pour beaucoup d'entreprises du CAC 40, finalement ils vont peut-être vous le demander plus rapidement que la réglementation. Donc ça c'est, je pense, un curseur qu'il faut vraiment intégrer dès maintenant pour qu'on puisse construire sur le terrain des choses pertinentes avec tout le monde. Pierre-Yves Legrand. Je vais peut-être
surprendre, mais en fait, nous, on est plutôt satisfait qu'il n'y ait pas de date. Et on serait encore plus satisfait, et on peut voir si c'est partagé ici dans la salle, même de se dire qu'il n'y aura pas la réglementation. Et on a envie de faire, nous, le pari à Novabuild, qu'il n'y ait pas cette réglementation, parce qu'il y aura eu suffisamment d'engagement volontaire. Non seulement on aura fait l'expérimentation, on aura vu que des choses fonctionnent, mais on aura été au-delà de l'expérimentation en s'engageant, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entrepreneurs et évidemment les usagers et tous ceux qui sont les acteurs du bâtiment, à aller plus loin que ce qui est aujourd'hui obligatoire. Et nous, on a envie de faire le pari de ça. Et quand on a lu il y a récemment une interview d'Anne-Sophie qui disait nous lançons un défi à la profession, mais dans le défi, pour nous, il y a ça aussi. Le défi qu'il y a derrière le nouveau cadre de référence, c'est si on se l'est vraiment approprié, c'est pas avec les 9 nouveaux éléments, mais c'est que réellement, on s'approprie la démarche. Alors, on démarre par des expérimentations. Nous, à Novabuild, on a envie de vous accompagner vers des bâtiments démonstrateurs, très bien, et on fera remonter les expériences dans les différents réseaux, mais on a envie d'aller bien au-delà pour qu'un jour, on se retourne vers l'État et en disant « mais en fait, c'est pas la peine, quoi, c'est fait ». Ce défi, il va concerner aussi le volet économique dont on n'a pas trop parlé, enfin quoique un petit peu quand même, pardon. Oui, vous avez raison. C'est important. De toute façon, la clé, c'est le volet économique. C'est le volet économique et c'est le volet économique. C'est l'obsession des occupants des immeubles. Ouais. Vous avez dit un point important, c'est ce que je ne retrouve pas ce matin, mais je suis volontairement provocateur, c'est que l'occupant de l'immeuble, vous dites usager, alors bénéficiaire, occupant de l'immeuble, etc., etc. On est dans une révolution de situation. C'est que on a des générations qui sont totalement différentes dans leur approche du sujet. Mais alors totalement différentes. La mienne, qui est peut-être plus ancienne, a une position peut-être plus conservatrice, plus prudente et plus technique. Les nouvelles générations, elles sont extrêmement plastiques, extrêmement mobiles. Et elles sont absolument pas préoccupées sur l'obsession du bâtiment à basse consommation à 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an, mais plus sur la capacité d'être en réseau, de trouver un emploi, d'être efficace, de se prendre en compte leurs propres usages, etc. Par exemple, chez les donneurs d'ordre, sur les nouvelles générations, le sujet c'est pas l'immeuble performant du point de vue consommation énergétique, bien qu'on y va, c'est la voiture électrique. C'est est-ce que je peux installer des voitures électriques dans mon immeuble parce que les jeunes veulent des voitures électriques parce qu'ils veulent se déplacer, pas les avoir à leur compte, etc. Et puis là on dit ah ben oui alors rien n'a été clairement prévu, les puissances sont pas au rendez-vous, et puis on les met où les voitures électriques, sur le trottoir ou dans le sous-sol, dans les parkings? Ah oui mais il n'y a rien de prévu dans les sous-sols, dans les parkings. Et puis comme c'est quelque chose qu'on veut partager, parce que l'économie du partage, la rationalisation, c'est partager avec l'immeuble à côté et les voisins. Donc du coup, ça doit être opéré par un opérateur tiers. Et là, on est dans le domaine public. Alors du coup, on utilise le domaine public pour opérer un service privé. Comment ça se passe? Ça, c'est la vraie demande. Mais en fait, finalement, tout ce qu'on fait depuis ce matin a du sens, sauf qu'il faut, comme vous disiez, remettre les choses en ligne et en cohérence. Et être hyper pragmatique, hyper opérationnel. Ça change la donne. Ça change les pratiques aussi. Est-ce que le secteur est prêt? Yves Puget. André Puget. André, ouais. Non, ça va, je suis bien accompagné, bien entouré. Juste à propos de la réglementation, c'est pas une fin en soi, hein, c'est un garde-fou, quoi. C'est pas parce qu'on a respecté un niveau réglementaire. Ensuite, la dimension de l'énergie ou de la thermique et maintenant de l'énergie, c'est aussi une poupée russe et il y en a d'autres autour. Peut-être que je vais, si vous pouvez me passer le visuel, comme ça me remettra en mémoire les messages à passer. Sur les différentes exigences qui ont été évoquées, évidemment que l'homme, l'usager, est au centre des considérations. On ne peut pas
concevoir et dire sur un bout de papier c'est positif ou c'est 50 kWh ou je ne sais quoi, sans penser que après, évidemment, il y a des gens qui vont habiter, qui vont vivre, qui vont travailler là-dedans. Ça a été dit par plusieurs personnes ce matin. C'est pas que du discours. Dans la réalité, il faut mettre en face concrètement des solutions pour cela. Ensuite, on ne peut pas avoir l'adhésion des gens qui habitent, l'adhésion des futurs partenaires si on n'a pas cet objectif de lieu désirable. Ensuite, à propos de la dimension de l'émission carbone, c'est évident que si on recycle un bâtiment, c'est quand même ça a beaucoup moins d'impact que si on déconstruit le bâtiment et on construit un nouveau. Là encore, il y a un énorme gisement dans le patrimoine à réutiliser l'existant, et du point de vue économique, c'est une affaire assez rentable avec là aussi des emplois locaux importants. Là, cette dimension-là est particulièrement impactante, étant donné que plus on réduit les consommations, plus on réduit les émissions de carbone liées à l'exploitation, et proportionnellement, les émissions de carbone liées à la construction prennent une place prépondérante, déterminante dans certains cas. Et donc le choix des matériaux, le choix des modes constructifs, le choix de construire tel type de programme ou de recycler un bâtiment existant, de réutiliser un bâtiment existant est déterminant. Enfin, si je vais illustrer un petit peu par rapport au projet des bureaux sur l'île de Nantes, eh bien en fait, on s'est attaché au départ, tous autour de la table, on était à la fois maître d'ouvrage et puis utilisateur après, avec les salariés, de faire des discussions, des échanges pour savoir comment on voyait notre lieu de travail. Donc il y a sorti évidemment des idées intéressantes de ces échanges et qu'on a essayé de satisfaire au mieux dans le projet. Les dimensions sur la lumière, ça a été très important, l'espace évidemment. La dimension aussi sur la qualité de vie, le bien-être, les dimensions sur la santé, c'était aussi des considérations importantes. J'ai noté par exemple que sur le sujet de la santé, comme quoi on n'est pas assis sur nos réglementations, en fait tout simplement on a doublé les débits de renouvellement d'air hygiénique par rapport aux exigences, et en mettant en place une ventilation de double flux, c'est-à-dire qu'on gagne en confort, on gagne en santé, en qualité d'air. On a essayé de mettre en œuvre des matériaux respectueux à basse émission de COV, par exemple les sols caoutchouc sur le revêtement de sol et autres produits. On a mis aussi en œuvre une innovation de plaques qui permettent d'absorber les COV. On est en train de faire des mesures pour voir les résultats de ces préconisations. Du point de vue éclairage, vous avez deux photos. Une photo d'hommes vitrés en toiture. J'ai failli donner la marque, mais vous l'avez peut-être deviné. De l'extérieur. Et on voit de l'intérieur, c'est carré blanc. Ce n'est pas de l'éclairage artificiel, c'est l'éclairage naturel. Je vous garantis que c'est particulièrement agréable. Vous voyez une petite tache rouge aussi. Au passage, sur la toiture végétalisée, il y a un coquelicot qui est venu pousser. On se demande comment il est arrivé. André, je vous interromps. Oui. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être pas inviter l'ensemble de la salle, mais il y a un bilan bientôt. Je vous inviterai à visiter. D'accord, merci. Monsieur, peut-être pour terminer cette première table ronde, un mot sur la réglementation, peut-être, parce qu'on a beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'est important. Je voulais le mot de conclusion, alors. rappeler, parce que vous disiez la réglementation n'est pas une fin en soi. Sauf qu'en France, à la différence peut-être d'autres pays, c'est que la réglementation, c'est un niveau de qualité en France. Et qu'il y a une immense majorité d'entreprises, non mais
C'est ça qu'il faut bien voir. Hein. Il faut pas voir que les... Hein. Et il y a une grande diversité des entreprises. J'ai l'impression qu'on parle parfois que en fait, de la crème des entreprises. Il ne faut pas oublier qu'il y a un tissu des entreprises qui sont très divers. Et que si faire dans la réglementation, je vous rejoins, on aura gagné si on n'a pas besoin de faire de la réglementation. Mais néanmoins, il y a peut-être un certain nombre d'acteurs qui ne se contenteront que de faire que ce qu'il y a dans la réglementation. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Donc en fait, voilà, les deux se complètent, les deux démarches se complètent, la démarche de certification, les démarches donc de dialogue et permanent et d'amélioration permanente de la qualité des constructions et des bâtiments, de l'exploitation des bâtiments, mais aussi un minimum réglementaire qui garantit quand même un minimum et c'est aussi ce que recherchent les personnes, même ils ne le disent pas. Ils ne disent pas. On veut un bâtiment qui soit solide et qui réponde aux besoins qu'on a. Voilà, et c'est ça que garantit la réglementation. Voilà. C'est bien, c'est très juste, c'est bien de rappeler. Merci à vous tous.